Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Trésor d'Algérie qui marque la fin du mois du patrimoine. 18 avril, 18 mai, journée des monuments, journée des musées. C'est aussi le propos aujourd'hui. Nous allons vous faire découvrir des monuments, mais également un musée dans Trésor d'Algérie aujourd'hui. Et oui, pour vous faire d'ailleurs rêver un peu plus, il sera question de palais d'été. Imaginez toute une vie, toute une vocation dans ces lieux mythiques de la capitale algéroise. Dans un petit moment, nous allons zoomer sur le premier monument. Il s'agit de Dar Abdellatif, un djnen, une belle demeure implantée sur les hauteurs est de la ville d'Alger. Vous allez la découvrir avec nous ce soir. Et juste après, nous allons rejoindre nos invités dans ce beau palais de la culture, Moufdi Zakaria qui nous ouvre ses portes. Aujourd'hui, il sera question dans ce palais de la promotion de ces institutions culturelles et de la manière de les mettre en valeur. A tout de suite, je vous laisse avec les images. Discrète et mystérieuse, la villa Abdellatif se cache au cœur d'une forêt dense, celle du bois des Arcades, du côté oriental des hauteurs de la capitale. Dar Abdellatif ou Djnen Abdellatif est l'une des multiples demeures de l'ancien Fahs d'Alger construite au XVIIe siècle sur ce promontoire qui domine la plage des Sablettes, ainsi que de nombreux sites et monuments importants, ou encore le magnifique jardin botanique du Hamma. Dans cet environnement boisé, parsemé de sources, la villa épouse le relief avec subtilité. Le plus ancien document, attestant de sa propriété, confirme son achat en 1795 par Mohamed Abdellatif, qui en fit son palais d'été. Depuis, cet ensemble architectural a connu de nombreux ajouts et sa vocation a également connu une véritable mutation durant le XVIIIe siècle. En effet, un mouvement d'intellectuels français s'est intéressé au patrimoine arabo-musulman algérien de l'époque. C'est ainsi que l'institution Abdellatif a vu le jour grâce à deux personnalités. Arsène Alexandre, critique d'art qui menait une enquête sur le renouveau des arts en Algérie, et Léonce Bénédite, conservateur du musée du Luxembourg. Complètement séduits par les charmes de cette demeure, ils la feront découvrir à des figures marquantes du monde des arts et de la littérature. Cette demeure magique, ce havre de paix, devint alors une résidence d'artistes. Elle recevra entre 1907 et 1962 pas moins de 80 artistes peintres, graveurs et sculpteurs, dont une seule femme. Dans cet ensemble architectural, patio, cours intérieures, porches, sqifat et escaliers escarpés s'alternent judicieusement pour garantir fraîcheur et bien-être durant la saison chaude. Quand on entre, donc on a le Riyad qui est à notre gauche et ensuite on pénètre dans un domaine qui est une cour. À partir de cette cour qui est clôturée, nous entrons dans la dar elle-même, qui est dar bel Oustadar. Et ce Oustadar, c'est exactement là où on est maintenant. Si on la visite, nous entrons dans un porche et ensuite dans une sorte de srifa, et ensuite on prend un escalier et on arrive dans cet espace qui est le cœur de la maison. La villa a hélas subi les conséquences du séisme de 2003.
Fort heureusement, une opération de restauration et de confortement achevée en 2005 a permis à l'édifice de retrouver ses atours et son lustre d'antan. Ce que je dois vous dire, c'est que ces arcades-là, avec le tremblement de terre de 2003, ils sont tombés. Ils étaient par terre. Ils ont reçu, donc la villa a reçu un grand choc avec le séisme. On les a reconstruits grâce à des traces qu'on a retrouvées dans le mur, bien sûr. On a remonté les colonnes morceau par morceau, que vous voyez ici. On les a restaurées avec une tige métallique à l'intérieur. Et nous avons pu trouver un artisan qui nous a fait justement ces céramiques que vous voyez ici. Depuis 2005, Dar Abdellatif a renoué avec son ancienne vocation, notamment depuis que l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel a choisi d'y implanter une partie de ses bureaux. Ici, une véritable fourmilière veille au grain dans cet espace privilégié entièrement consacré à la création. La villa elle-même était une résidence d'été qui est au milieu d'un énorme jardin. Et d'ailleurs aujourd'hui on a profité des nèfles toutes sucrées du jardinier qui nous a offert et tout, qui viennent des jardins de la villa Abdellatif. Oui, là, nous avons des mandarines juste derrière aussi. Tout à fait. On travaille dans un lieu qui est tellement magnifique qu'on a l'impression d'être une seule famille. Alors ces galeries-là, on les a aménagées, on a mis des cimaises et tout pour en profiter justement pour faire des expositions d'art visuel, de peinture, de sculpture, pourquoi pas, de photographie. D'ailleurs, on a abrité une exposition de Maya Inès Touam qui était révélée l'étoffe le 8 mars dernier, qui a eu un très très grand succès. Et puis cet espace est utilisé aussi pour des conférences de presse, pour des conférences. Et d'ailleurs, bientôt, on va abriter les conférences de presse et les conférences de l'Algérie au cœur, un événement dédié à la diaspora algérienne à l'étranger. Voilà. Alors là, on est en face du bâtiment des studios, on en a 3. Donc je vais vous montrer, on va rentrer dedans pour voir comment... Avec beaucoup de pigeons. Avec beaucoup de pigeons qui habitent là, qui ont leur nid là. Et puis vous entendez tous ces oiseaux et tout, c'est vraiment magique. Tout à fait. Donc là, ce sont les résidences. Ce sont les résidences. À l'image de l'ancienne résidence, plusieurs duplex ont été réaménagés pour accueillir dans le confort et la sérénité les nouveaux pensionnaires de la villa Abdellatif. Bien entendu, l'endroit le plus émouvant pour cet artiste peintre, notre guide aujourd'hui et responsable de l'Arc, est l'espace d'expression par excellence, l'atelier. On est dans l'un des 5 ateliers qui sont au niveau de la villa Abdellatif. Et voilà, vous voyez qu'avec cette belle baie vitrée, les ateliers donnent vers le jardin, d'un côté vers les jardins, et vers les studios, et d'un autre côté vers la baie d'Alger. Ces baies vitrées ont été faites pour ça, déjà pour avoir cet horizon qui nous fait rêver et en même temps la clarté. Voilà. Et je peux vous dire que dans toutes les saisons, pour toutes les saisons, il y a de la lumière qui rentre. Et puis l'artiste se sent dans le calme, dans la sérénité, dans la beauté pour créer. Et d'ailleurs, ils ne sont pas uniquement utilisés pour les arts visuels. Il y a des résidences d'écriture, il y a des résidences de théâtre, de musique. Donc on a reçu déjà une résidence de théâtre où tout le travail a été fait au niveau des ateliers. Et il y a même pour le cinéma, il y a les commissions de visionnage de films qui, de temps en temps, prennent ces lieux-là pour visionner leurs films, voilà, et pour donner leur accord. Et on a tous les plasticiens ont rêvé de faire une résidence au niveau de Dar Abdellatif, la villa Abdellatif. Et ben voilà, le jour où je mets les pieds ici, c'est pour organiser des événements artistiques et pour être là, pour promouvoir les artistes algériens. Et j'en suis ravie et j'en suis fière. Voilà.
L'heure est venue de vous présenter les invités de ce soir dans Trésor d'Algérie. Pour commencer, Madame Fatema Azouk, bienvenue. Vous êtes directrice du musée du Bardo, musée national du Bardo. Oui, nous en parlerons dans un petit moment. Nous avons même un reportage qui va nous présenter ce lieu mythique et magnifique de la ville d'Alger. Également avec nous ce soir, Monsieur Botrouni Mourad, bienvenue dans Trésor d'Algérie. Vous êtes directeur au ministère de la Culture chargé de la valorisation mais aussi de la protection légale des biens culturels. Bienvenue. Dans le micro, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Donc, également ce soir, avec nous, une représentante de l'Office national du tourisme. Il s'agit de madame Nassera Moumen. Bienvenue. Mais en fait, bienvenue dans Trésor d'Algérie. Elle a une autre casquette. C'est une petite fourmi dans cette institution qui veille au grain pour la valorisation également du patrimoine. J'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Orfali Dalila, qui est directrice du Musée national des Beaux-Arts d'Alger, un musée que j'adore. Bonjour. Bienvenue Madame Orfali. Merci. Madame Orfali, vous avez été à l'origine d'une information qui m'est parvenue à propos de cette belle villa Abdellatif que nous venons de voir dans le reportage. Dar Abdellatif célèbre en fait 300 ans d'existence. Oui. Donc 2015, oui, absolument. 300 ans. C'est 300 ans déjà. Mais il est clair que l'édifice a dû être construit dans le siècle qui a précédé le oui, certainement, 17e, certainement. Mais en tout cas, toutes les opérations de réhabilitation ont permis de retrouver cette beauté, de rafraîchir ce bâtiment et de lui permettre quand même d'exister et de témoigner de cette époque, quand même, de cette belle époque d'Alger. Oui, alors Dar Abdellatif a la chance d'être un édifice donc historique, mais en même temps implanté dans un quartier de la ville absolument sublime, qui est le quartier du Hamma, il faut le rappeler, qui connaît une richesse patrimoniale et monumentale exceptionnelle. Après, bien sûr, l'autre pôle très très riche de la ville d'Alger, qui est la Casbah. Donc on peut considérer que pour l'est d'Alger, le quartier du Hamma réunit de très nombreux monuments, mais qui ne datent pas. L'intérêt justement est que l'ensemble de ces monuments témoignent d'une multitude d'épisodes historiques de l'histoire de la ville d'Alger, mais aussi de l'histoire de l'Algérie. L'on a par exemple en amont, dans le quartier du ravin de la femme sauvage, des grottes préhistoriques. On a non loin de la villa, la grotte Cervantes, bon, donc connue puisque c'est le lieu où se serait donc caché pendant quelques mois l'écrivain espagnol. Également, il y a d'autres demeures du Fars dans ce quartier, notamment, je rappelle l'existence de la villa que l'on oublie souvent parce qu'elle est dissimulée et en très mauvais état de conservation, Dar Sablent. Oui. Et puis, bien sûr, il y a aussi toutes les créations du 19e siècle. Pour le 18e, il y a également la fontaine du Hamma, qu'il ne faut pas oublier, qui est absolument un haut lieu à la fois populaire, mais également historique, qui a été énormément peint par les artistes et énormément décrit par les écrivains, voyageurs, chroniqueurs donc du 19e et du 20e siècle. Et bien sûr, le jardin d'essai, le stade du 20 août, qui lui-même est un stade important. Tout à fait. Qui est aussi un stade important au sein de ce quartier. Oui. Le lycée technique du Notamment Ruisseau, par rapport à l'histoire de la Révolution. Absolument, oui. L'Institut Pasteur d'Algérie qui a été créé à la fin du 19e siècle, etc. Donc vous avez... Alors, Madame Orfali a cité tous ces monuments, elle a oublié le musée des Beaux-Arts. Non, alors le musée des Beaux-Arts, avant d'être un monument, est un musée. Et tout d'abord un musée. Oui, voilà pourquoi je l'ai laissé effectivement en dernier. Justement, ce musée compte une très belle collection qui est en rapport avec Dar Abdellatif. Donc les pensionnaires de Dar Abdellatif ont laissé un legs qui est très particulier. Oui. Donc le musée des Beaux-Arts a ce privilège de regrouper cette collection très particulière. Oui, alors effectivement, les différentes générations d'artistes plasticiens, puisqu'il faut savoir que c'était essentiellement des artistes plasticiens. Bon, il y a eu effectivement parmi ces pensionnaires quelques graveurs, mais ce sont essentiellement des peintres et des sculpteurs qui se sont succédés tous les 2 ans, donc à partir de 1908 à la villa Abdellatif. Alors effectivement, sur ces 60, enfin plutôt
oui, 60 ans on va dire, de création artistique qui a pu s'épanouir dans ce cadre exceptionnel, dans ce cadre exceptionnel qu'est la villa. Les artistes ont été particulièrement créatifs. Et le musée, donc, qui se trouve tout près, à quelques mètres à peine, il faut le dire, a été à l'origine d'acquisitions qui ont permis de mettre en relief l'existence d'une école que l'on a appelée, d'ailleurs que l'on appelle l'école d'Alger, mais que l'on appelle aussi donc les pensionnaires Abdeltif, qui sont une espèce de sous-groupe de l'école d'Alger. Absolument. Et toutes ces œuvres, justement, à l'occasion de ce mois en cours, depuis hier, donc depuis le 18 du mois, vous avez organisé une exposition qui va permettre de donner une visibilité à ce legs. Tout à fait. Parce que ces œuvres constituent à l'intérieur de la collection du Musée national des Beaux-Arts d'Alger, ces œuvres constituent un ensemble important, spécifique, caractéristique, qui contribue à l'originalité du musée. Et effectivement, pour le 18 mai, mes collègues, parce qu'en fait ce sont deux de mes collègues qui ont eu cette idée, elles ont choisi de sortir un certain nombre d'œuvres qui retracent un petit peu les différentes générations de pensionnaires de la villa et qui montrent en même temps les thématiques. Alors ce sont des thématiques qui mettent l'accent sur le paysage, sur la vision de la ville d'Alger, sur les panoramas, sur les intérieurs, les natures mortes aussi. C'est-à-dire tout ce que l'Algérie apporte en termes justement de beauté environnementale que les peintres captent immédiatement lorsqu'ils viennent en Algérie. Peintre et photographe. Peintre, photographe, écrivain aussi. Oui. La première vision de l'Algérie, c'est la beauté. C'est la beauté du panorama, de la nature, de la végétation, des sites naturels. Voilà. Il n'y a qu'à voir ce soleil qui font partie intégrante du patrimoine algérien. Absolument. Les sites naturels. Donc voilà, effectivement, la thématique de cette exposition, c'est proposer au public de redécouvrir, parce que ce n'est pas la première fois que nous les montrons, mais néanmoins de redécouvrir le paysage et l'environnement algérien à travers l'imaginaire des peintres dits pensionnaires de la villa Abdeltif. Monsieur Batrouni, je reviens vers vous pour parler de l'arc et de la création de cette institution qui est abritée actuellement par la Villa Abdeltif. Tout un programme a été tracé dans le cadre de la valorisation de ce monument. En fait, l'arc est un établissement qui est abrité dans une villa. Donc d'abord un monument et une villa qui appartient au Fahs, donc qui avait une vocation qui relevait d'une commande, en fait, une vocation qui relevait d'une commande qui abritait des pensionnaires, donc qui étaient appelés, disons, à produire une image de l'Algérie dans un territoire assez particulier, parce que le territoire c'est un lieu paysager qui est né de conditions très particulières, c'est-à-dire de conditions géologiques très particulières. Il y a tout un réseau un réseau karstique de résurgence de sources qui a fait que nous sommes dans un système d'établissement de villas du Fahs les plus éloquentes, c'est-à-dire dans le Haut Hama. Et l'occupation, la colonisation française a su situer la position de cette villa c'est-à-dire dans un amphithéâtre, donc par rapport donc à la baie d'Alger, parce qu'il surplombe la baie. Et donc il a invité des artistes, peintres, sculpteurs, etc. venir produire une image qui est celle, en fait, l'image orientaliste, disons, entre guillemets. Madame Orfali est mieux placée pour me parler de ça. Mais aujourd'hui, l'Arc est un établissement qui est chargé justement de produire de l'image à partir de cette villa, qui peut être une résidence d'artiste aussi, mais sur une autre commande, qui n'est pas la commande par rapport à une exigence de colonisation. Donc c'est une commande nationale qui doit participer à
à la production de nouvelles esthétiques qui reproduisent donc l'image de l'Algérie telle qu'elle veut se montrer. Donc l'Arc est un établissement donc, qui est chargé de rayonner. Donc l'Arc, c'est l'Arc de rayonnement culturel. C'est l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Donc à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Donc à travers cette prédisposition justement paysagère avec toute la charge absolument culturelle d'abord dans ce qui l'entoure en tant que monument, mais aussi en tant que paysage essentiellement. Voilà. Et justement dans ce paysage aura lieu très prochainement un très bel événement entre le 20 et le 28, l'Algérie au cœur. Donc cet événement a été destiné à la diaspora, mais bien sûr toutes les expressions artistiques qui seront présentes durant toute une semaine. Nous invitons donc les téléspectateurs qui seraient intéressés de revoir ce monument, mais aussi de découvrir un pan culturel contemporain, d'investir les lieux et de profiter de ces paysages que vous décrivez si bien, Monsieur Botroni. Nous allons mettre le cap sur une autre partie d'Alger à présent. Nous allons découvrir un second monument avant de poursuivre cette conversation, mesdames et messieurs. Nous allons chez vous, Madame Fatema Azoug, au musée du Bardo, qui est également une villa, un des palais d'été d'Alger qui font l'éloge d'Alger. Depuis 2006 jusqu'à 2013, donc il a subi la restauration. Oui. Donc on a pu le réouvrir encore une fois au public et du coup actuellement il est ouvert et c'est plutôt le monument, voilà. Donc pour dire que actuellement c'est le monument qui est mis à l'évidence, c'est le monument qui est mis à l'honneur. Donc d'ailleurs on invite tout le public à venir investir, comme vous venez de dire, voir. Et voilà ce que le public va découvrir tout de suite en images. La villa du Bardo émerge par sa blancheur d'un écrin de verdure. Ces jardins offrent une belle continuité à une nature luxuriante qui enveloppe l'édifice mitoyen, le palais du peuple. Implantée depuis le XVIIIe siècle au cœur de ce grand ensemble appelé domaine Mustapha Pacha, elle constitue dans son noyau originel un modèle bien conservé de ces demeures majestueuses et raffinées du Hafs, où les citadins de l'ancien Alger aimaient à se reposer avec leur famille durant les mois d'été. Le Hafs algérois était ainsi organisé en jardins, potagers et vergers au cœur desquels l'on retrouvait ces demeures appelées parfois djnen. Le nom du Bardo serait probablement une déformation du Prado espagnol qui rappelle les somptueux palais construits par les sultans hafsides dès le début du XVe siècle. D'ailleurs, le premier occupant du lieu est un noble Tunisien exilé et identifié comme étant le prince Omar ou Mustapha Ben Omar. Acquis en 1830 par le général Exelmans, il connaîtra le retour à des mains algériennes, celle d'Ali Bey, Ara de Biskra, qui le revendra à son tour au Français Pierre Jaurès, qui l'accommodera à ses besoins et goûts. Le Bardo et ses multiples adjonctions témoignent de la volonté renouvelée de ses occupants de rehausser le raffinement des décors et d'ajouter sans cesse de la subtilité aux volumes et espaces qui le composent. Cette architecture de style néo-mauresque marie si bien le travail du marbre à celui de la pierre et de la céramique, également à celui des plâtres sculptés et du bois ouvragé et peint qui épousent parfaitement les lignes et courbes gracieuses de la ferronnerie d'art. Dans le grand patio et la cour de marbre,
Les voûtes vous plongent au cœur de ces murs paisibles, loin des regards indiscrets. Une cour bordée de 3 galeries, dont l'une constitue le prolongement du pavillon de la Favorite avec 5 arcs outrepassés. La chambre de la Favorite, espace féminin privilégié et particulière. Ses murs sont richement lambrisés de faïences et vitraux multicolores aux motifs floraux. Le tout couronné en toute beauté par un plafond en bois peint aux couleurs chatoyantes. Cette demeure, initialement conçue comme habitation ou palais d'été, a été adaptée aux normes d'édifices publics en 1930 pour abriter les collections du musée du Bardo, premier musée de préhistoire et d'ethnographie d'Alger. L'ancienne Villa Hafs accueille aujourd'hui également de nombreuses expositions qui ont clôturé d'ailleurs depuis bientôt une année l'achèvement des travaux de restauration entrepris en 2005 pour assurer cette transmission aux générations futures d'un riche patrimoine qui représente un pan précieux de notre histoire. Dans cet espace, le hayek, élément de l'identité vestimentaire féminine algérienne, est mis en exergue. Toute l'histoire liée à ces étoffes portées en milieu citadin et rural par la femme maghrébine y a été retracée dans les moindres détails. C'est un cadre qui est magnifique, historique et puis agréable surtout. Toute cette verdure, toute cette histoire, donc je suis assez ravie de ma visite, effectivement. Alors j'ai mon amie, qui est ma meilleure amie, qui est française. Je vis en France depuis 12 ans et donc elle est là pour un petit séjour en Algérie. Donc on a pris l'initiative de venir visiter le Bardo. Et donc j'en profite moi aussi pour revisiter. C'est un musée que j'avais visité quand j'étais petite, mais que j'ai des souvenirs en photo, mais pas en vrai, parce que je ne m'en rappelle plus trop. Et donc voilà, j'en ai profité avec mon ami. Cet objet ethnographique a connu, selon l'espace géographique ou alors l'origine, des appellations différentes. Haïk el-Mramma du côté d'Alger, ses environs, Bourouina du côté de Ghardaïa, l'Amlaya à l'est algérien, ou encore le Tissernest chez les Touaregs, sans oublier les voiles courts que sont les Tamlaht ou le Houiyek et tant d'autres. Alors le hayek, ça me fait penser à ma grand-mère, c'est un peu... Enfin, maintenant, on n'en trouve plus trop dans les rues. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui reste très traditionnel. Dans les mariages, on utilise le hayek. Et c'est vrai que on perd un peu cette coutume. Enfin, ce n'est pas en rapport avec la religion, mais c'est plus une coutume. Et c'est vrai que c'est agréable de revoir ça dans les rues, que de voir le noir, le noir, le noir, alors que le blanc, c'est la pureté. C'est agréable. Il a joué aussi un rôle dans notre révolution algérienne. Il était aussi bien porté par les femmes que par les hommes. Donc, les femmes l'ont aussi bien porté aussi. Elles ont fait passer les documents de Moudjahidine, l'argent des Chouhada, l'argent de la révolution, les documents, les armes. Donc, il a vraiment joué un grand rôle dans notre révolution algérienne. Le revolver qui doit seulement tirer. الخيني شوفوا الخوف voilà ça va. Donc c'était là un reportage qui nous a emmenés directement dans l'univers de la belle villa du Bardo. Madame Fatema Azzoug, depuis une année, les expositions se sont multipliées, les rencontres également, et donc le public a retrouvé ce lieu mythique.
Est-ce que on peut dire que les moyens mis en place par le musée sont suffisants? Est-ce que vous sentez l'impact de tout ce que vous avez eu comme investissement pour attirer le public? Est-ce que vous voyez les fruits de tout cela? Ben oui, effectivement. C'est-à-dire que depuis 2013, effectivement, on a réouvert le Bardo au public parce qu'il était fermé depuis 3 ans. Et du coup, on a essayé un petit peu d'investir un petit peu dans des animations pour effectivement retrouver ce public qu'on a perdu depuis 3 ans, effectivement. Bon, 6 ans, non, on n'a pas fermé quand même 6 ans parce que les travaux de restauration, elles ont été faites par partie. Donc du coup, on a fermé que 3 ans. Donc à partir de là, on a essayé un petit peu de tracer un programme assez ambitieux pour effectivement reprendre un peu ce public. Entre autres, donc on a investi dans les expositions temporaires avec une scénographie assez moderne pour qu'on puisse un petit peu avoir une visibilité par rapport aux collections, par rapport également aux différentes thématiques qui sont traitées au niveau de expositions-là. Également des rencontres et des rencontres que ce soit intellectuelles, c'est-à-dire des conférences, également aussi des ateliers pour écoliers. Donc on a essayé un petit peu de diversifier. Il y a eu même une très belle initiative l'année dernière durant le mois du Ramadan et nous sommes à la veille du mois de Ramadan justement. Effectivement, c'est vrai. Et donc vous avez ouvert le musée de nuit. Tout à fait. Et il y a eu une belle affluence à ce moment-là, j'ai visité. Absolument, c'était quand même la première fois depuis de l'histoire du musée. On a eu autant de monde, donc quand même 25 000 visiteurs entre le monument et les expositions, fait que nous avons essayé effectivement de voir ce partenariat entre les institutions culturelles et le partenariat avec des organismes privés. Donc ça aussi, il y a également le public n'est pas forcément très agréable. Absolument, parce que ça se passait dans les jardins et dans les cours. Tout à fait, parce que le public n'est pas forcément intéressé pour aller voir une expo, pour aller voir une conférence, pour aller voir une journée d'études ou des ateliers. Mais peut-être il y a un autre public qui est plus intéressé pour une certaine détente. Et c'était pour nous, c'était cette composition entre venir se détendre et en même temps profiter des expositions qui étaient disponible. Donc expérience concluante. Ben oui, absolument. Et en plus, on a eu un public nouveau, un public qui est venu après. D'ailleurs, 2 mois, 3 mois après l'événement, ce public-là, il venait constamment. Il revenait par la suite. Il revenait constamment. Très bien. Et du coup, nous avons un petit peu gagné, en quelque sorte, un nouveau public, un public jeune, parce que c'est plutôt beaucoup de jeunes qui sont venus, et un public qui était aussi diversifié. Oui. Et vous parlez des jeunes, le musée des Beaux-Arts ouvre les portes à la jeunesse également, dans cette optique justement d'intéressement et d'encouragement à investir ces lieux. C'est-à-dire depuis des années, vous avez créé carrément un département d'ateliers. Oui, Madame Azou vient de le dire très justement. En fait, il existe différents types de publics dans notre pays. Oui. Il existe effectivement les publics un peu, on va dire, élitistes qui viennent régulièrement pour assister aux conférences, les artistes aussi qui se donnent rendez-vous pour les vernissages d'expositions. Mais en revanche, nous, notre but est d'élargir à toutes les catégories de public. Et le travail que nous menons depuis maintenant 30 ans, il faut le dire, c'est un travail surtout à l'adresse de la jeunesse et des enfants. Alors évidemment, nos ateliers maintenant sont rodés, marchent bien, nous les avons depuis longtemps. Ils ont effectivement donné d'excellents résultats. Et toutes les expressions artistiques sont présentes, pas seulement les arts plastiques ou les arts visuels. Oui, tout à fait. Nous avons ouvert donc des ateliers de musique contemporaine qui parfois peuvent un peu déboussoler. Il est arrivé que l'on nous pose la question pourquoi recevoir de jeunes musiciens qui jouent de la musique aussi contemporaine au musée des Beaux-Arts. Mais nous pensons qu'il faut
que le but essentiel, peu importe l'outil, peu importe la manière, peu importe le moyen, le but essentiel est de créer le lien avec le public dans son ensemble. Et si l'on peut le faire à travers d'autres outils que les seules collections, le musée investit et en fait, cela donne d'excellents résultats parce que nous-mêmes avons connu une courbe ascendante en termes de public, de fréquentation. Oui, la pergola et la terrasse du musée qui donne sur cette belle vue, mon Dieu, prenante du jardin du Hamma, elle est investie quotidiennement. Oui, ne désemplit plus. Elle ne désemplit plus. En particulier le vendredi. Et donc ça a été un long combat. Le musée est ouvert le vendredi après-midi, le samedi toute la journée où nous recevons donc jusqu'à 6h du soir, donc régulièrement tous les samedis, un très grand nombre de jeunes qui s'y donnent rendez-vous. Nous allons d'ailleurs pendant le mois d'août mener une autre expérience. Nous allons ouvrir justement ces espaces-là, qui sont des espaces extérieurs, qui ont pu être, ouverts au grand public suite également à la restauration du bâti. Puisqu'il faut rappeler que cet espace-là, celui de la grande terrasse, n'existait pas dans le parcours originel du musée, tel que nous l'avions connu il y a 15 ans. Donc, au mois d'août, nous allons ouvrir les portes du musée pour une nouvelle expérience qui est celle du théâtre. Nous allons proposer donc à des amateurs amoureux donc du théâtre, ce ne sont pas toujours des professionnels, de se donner rendez-vous au Musée national des Beaux-Arts pour y faire des répétitions qui vont être des répétitions quasiment publiques, puisque le public qui viendra visiter le musée pourra en même temps donc découvrir des morceaux de répétition théâtrale. Voilà. Oui. Juste à côté du musée se trouve actuellement une bouche de métro. Donc l'accessibilité à ces lieux rend la chose plus facile. Donc je pense que c'est quelque chose qui est à l'avantage du musée. Donc c'est très facile d'y arriver. Le quartier du Hamma, il est important de le signaler et même d'insister, a connu un essor, on va dire, touristique très important au cours donc des 3 dernières années. Ceci est indéniable. Le jardin d'essai qui lui-même avait subi une réhabilitation a réouvert ses portes et connaît un très grand nombre de visiteurs. Le musée également, la Villa Abdel-Latif à proximité constitue un 3e pôle d'intérêt pour le public qui maintenant peut passer une journée dans le quartier du Hamma. À aller donc d'un monument à un autre sans s'ennuyer et en découvrant à chaque fois quelque chose de nouveau, une nouvelle proposition d'activité, d'exposition, etc. Quelque chose de différent. Donc ça, c'est très important. Néanmoins, il faut préciser qu'il manque encore des structures d'accueil dans le quartier du Hamma. C'est-à-dire à proximité des monuments et des lieux culturels, il n'y a pas encore c'est quand même, ça reste un quartier assez privilégié de par toutes ces richesses et la présence aussi du jardin d'essai qui apporte beaucoup. Il y a même l'hôtellerie suisse. Le mémorial de Maqam Shahid qui surplombe tout ça. Qui également draine beaucoup de public. Donc c'est vraiment un quartier qui est très très vivant. Très vivant. Et pourtant ce quartier ne figure pas sur les circuits touristiques que connaît l'ONT, l'Office national du tourisme, organisme plutôt chargé de la valorisation et de la promotion du tourisme en Algérie, n'a pas ce type de circuit. Les agences ne vendent pas ce type de circuit, Madame Nassela Moumen. Oui, c'est vrai. Ce genre de monument ne figure pas sur les circuits des agences de voyage, ni non moins. Nous, au niveau de l'Office national du tourisme, ces monuments, ces villas existent sur nos brochures et sur les DVD. Du moment que la promotion de l'Algérie touristique se fait à travers l'Office national du tourisme, donc on le fait à travers nos brochures, à travers nos DVD, nos dépliants, à l'occasion des salons nationaux, à l'occasion des salons internationaux. Mais c'est vrai que il faudrait réfléchir à introduire ces circuits dans les agences de voyage. Et ça, c'est beaucoup plus commercial
Mais on peut dire que ces circuits existent, mais pas profondément. C'est-à-dire que quand on dit il y a une visite Alger Centre, on passe par le boulevard de Martyrs, en passant par le monument mémorial et tout. Mais c'est vrai, à l'intérieur, on n'arrive pas à... C'est-à-dire que vous faites visiter ces quartiers, mais seulement de l'extérieur. Seulement de l'extérieur. Les monuments en eux-mêmes ne sont pas ciblés dans vos visites. Absolument. Oui. Mais parfois, c'est vrai, quand il y a la visite des officiels, là, ces circuits ils sont pris en charge. Ils sont pris en charge. Mais c'est vrai que quand il y a des visites touristiques, des lieux touristiques, c'est vrai que on va penser peut-être les agences de voyage vont penser à introduire ces circuits. Vous allez peut-être leur souffler ça après cette émission. Absolument, absolument. Moi, moi-même, je vais l'introduire parce que au niveau de l'Office national de tourisme, je m'occupe aussi des éductours, des voyages de presse que l'Office organise au profit des journalistes, au profit des tour opérateurs étrangers. Donc, même dans nos circuits prochains, on va essayer d'être plus de se présenter au niveau des musées et d'avoir beaucoup plus d'informations et de les mettre un peu plus dans nos... Justement, j'y venais, je voulais justement mettre en valeur cet effort. Vous êtes à l'initiative de cet effort justement de sensibilisation et de regroupement du collectif des journalistes qui s'intéressent au patrimoine et au tourisme. Donc vous avez même été à l'origine de la création d'une association présente. C'est vrai. L'association des plumes touristiques, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est une très bonne nouvelle. Pendant le mois du patrimoine, on a eu l'agrément la semaine dernière pour la création de l'association nationale des médias spécialisés dans le tourisme. Donc cette association a sa vocation, c'est de faire connaître nos monuments, d'activer dans le tourisme et beaucoup plus de donner aide aussi à tous les offices locaux qui activent dans le tourisme. Et quand on dit aussi les médias, c'est le miroir de l'Algérie touristique. Oui, très bien. En parlant de miroir, moi je vais vous parler plutôt de perles, de miroirs. Donc je vais vers un matériau qui ressemble. Les perles sont mises en valeur actuellement au musée des Beaux-Arts, plutôt. Le musée du Bardo. Ça y est, je commence à confondre. Mais j'aime autant l'un que l'autre. Donc une très belle exposition actuellement se trouve au niveau de votre musée Madame Azoug. Il s'agit des perles d'Afrique. Donc, et nous allons la découvrir un petit peu en images et nous en parlerons juste après parce que j'insiste pour parler de la scénographie et des supports graphiques qui accompagnent justement cette promotion et valorisation de notre patrimoine et de nos monuments. À tout de suite. Une affiche qui en dit long, mais également tout un parcours qui vous plonge au cœur du continent africain. En ayant bien sûr une culture du sujet qui tourne autour des perles, les pouvoirs des perles d'Afrique, donc automatiquement on est interpellé par l'Afrique. Le premier point essentiel. Et aussi créer ce scénario pour que le visiteur se sente dans un environnement africain, qui ait la curiosité d'aller voir encore La scénographie, c'est un tout. C'est pas juste la lumière, mais c'est une composition. Donc il y a la lumière qui est la principale, parce que pour la mise en valeur de l'objet, c'est des perles en verre.
Donc la brillance, elle est illuminée par la lumière. Donc c'était impératif que de mettre les perles sous voilà, une lumière pour les mettre en valeur et tout. Mais c'est un tout. Il y a le son, il y a l'image, il y a l'arrière-plan des panneaux que vous voyez africains, des savanes africaines, il y a la couleur chaude de l'Afrique, on rappelle l'architecture de terre de l'Afrique. Tout ça fait que rappelle un environnement. Les perles permettent souvent de distinguer les gens de différents rangs sociaux, un roi de quelqu'un qui n'est pas dans la royauté, la fonction religieuse dans les chapelets, la fonction dans les rites de passage. Par exemple, vous verrez une vidéo où au Ghana, il y a la cérémonie d'Hippo qui permet le passage de l'état d'enfance à l'état de femme, les rites de puberté, disons, et vous voyez que les jeunes filles croulent sous les perles parce que ces perles sont importantes pour cette cérémonie. Finalement, les perles dans les fétiches, qui sont donc des perles plus ou moins sacrées, qui ont un pouvoir pour celui qui s'occupe du fétiche, ou bien les perles qui donnent leur pouvoir au prêtre Kedju en pays Dogon, ce prêtre qui est chargé de protéger la communauté à son pouvoir d'une perle de cornaline rouge qu'il doit trouver par la transe, la maladie ou la réincarnation. J'étais dans la santé publique, nouvellement à la retraite, et en santé publique, comme 80% de la population environ, dans beaucoup d'endroits d'Afrique subsaharienne, va chez le tradithérapeute avant d'aller dans un centre de santé, nous devons travailler avec des tradithérapeutes. Donc j'en ai connu, et il y en a un qui un jour m'a dit « Mais Tonia, tu as un collier dont j'ai besoin pour mon travail. Donne-le-moi. » Alors je lui ai donné. Mais ça m'a interpellée parce qu'un tradithérapeute travaille d'habitude avec les plantes, mais je ne savais pas qu'ils utilisaient les perles. Donc j'ai commencé à l'interviewer lui, puis ensuite j'en ai interviewé d'autres et j'ai pris des notes, et c'est comme ça que j'ai découvert que les perles avaient des fonctions pour prévenir ou guérir les maladies. Je ne dis pas que ça marche ou pas, je n'ai fait que documenter ces fonctions-là des perles. Bien sûr, j'en porte tout le temps. Je vous dirai pas pourquoi je les porte. Il faut venir au musée voir leurs fonctions. Mais j'en porte tout le temps. C'est ma passion. Je fais des colliers. Ah oui, parce que je fais des colliers moi-même, mais je ne les vends pas. Je les fais pour mon plaisir. N'est-ce pas agréable de voyager dans un environnement complètement reconstitué comme ça, Madame Mazouk?
Oui, effectivement. Donc, on parlait du public et c'est une des outils pour attirer, pour avoir plus de visibilité par rapport au public. Effectivement, c'est de travailler sur une scénographie. Et effectivement, l'exposition des perles, même l'exposition du Haï qui l'a précédé. Et donc, on a essayé de montrer et de travailler sur une scénographie, cette scénographie qui puisse un petit peu attirer le public. Donc, les perles, on a essayé un petit peu de montrer les perles autrement en tant qu'ornement comme moi et vous, on est en train. Donc, c'est tout un travail de recherche qui a été fait par Madame Tonia, mais également par l'équipe aussi du Bardo. Donc, on a essayé un petit peu de montrer le travail et tout le rôle. Parce que les perles, ils ont pas encore uniquement un rôle d'ornementation, mais également ils ont d'autres rôles. Absolument. Et c'est au niveau de cette exposition qu'on a un petit peu répondu on a répondu à certaines questions, mais également on a essayé de montrer les différents rôles que jouent en tout cas les perles et surtout les perles surtout au niveau du continent africain. Le public du Bardo retrouvera une nouvelle exposition très prochainement au niveau du... Tout à fait. Absolument. Durant le mois de Ramadan, probablement. Oui, déjà avant Ramadan, on a une exposition sur le tissage parce que c'est aussi comment dirais-je, un thème qui est très très important, mais c'est aussi une des richesses de l'Algérie sur le plan du patrimoine. Et puis on est en train de préparer aussi une exposition sur la préhistoire. C'est aussi un des domaines du Bardo. Là, ça va être grandiose. On va découvrir énormément d'inédits chez vous très prochainement, Inch'Allah. Au commencement de l'année prochaine. Absolument, probablement. Tout à fait. Donc, on parlait tout à l'heure, mesdames et messieurs, de la valorisation de ce patrimoine, de tous ces vecteurs qui participent à leur essor. Madame Moumen, tout à l'heure, a cité la présence des offices locaux. Alger n'a pas son office. Alger, il y a quelque chose, il y a un manque. À part l'Office national du tourisme. Il y a la direction du tourisme. La direction du tourisme. Oui, il y a la direction du tourisme qui fait un peu le travail de l'office parce que les offices locaux, c'est au niveau des wilayas. Oui. Mais à Alger, il y a l'Office national du tourisme et il y a aussi la direction du tourisme que peut-être ce que vous voulez dire, c'est il n'y a pas des espaces d'information. Oui, au niveau des aéroports, au niveau des gares. Il n'y a pas un lieu à Alger qui puisse tout de suite mettre le visiteur qui arrive de l'étranger en contact direct avec des documents. Au niveau de l'aéroport, il y a un office national du tourisme. On a un bureau qu'on a aménagé depuis plus de 5 ans, qu'il existe le bureau de l'Office national du tourisme à l'aéroport, même au niveau du port. Maintenant, depuis 2009, on a un box aussi au niveau du port d'Alger, là vraiment là où il y a ce serait intéressant de dire où s'implantent ces lieux parce que le téléspectateur et on pense aussi à faire plusieurs lieux d'information comme ça pour un peu distribuer la documentation, les informations qui sont utiles pour pratiquement nos touristes qui veulent des informations sur les différents sites, c'est pour faire connaître l'Algérie, à Alger surtout. Tout à fait. Vous vouliez rebondir, monsieur Botrouni? Je voulais rebondir sur cet aspect, c'est-à-dire pourquoi ça ne marche pas. C'est-à-dire le micro, s'il vous plaît. Entre ce que fait le tourisme et ce que fait le ministère de la Culture dans ce domaine particulier. Parce qu'il n'y a pas une cohérence dans le processus de valorisation et de promotion. C'est-à-dire les deux secteurs n'arrivent pas à se rencontrer parce que c'est le même processus qui va de la valorisation à la promotion. Dans le secteur de la culture, on parlait des musées. Les musées sont des lieux qui distribuent du service public, c'est-à-dire qui ne font pas de bénéfices, qui ne sont pas dans le commercial et qui sont soumis à des exigences de qualité, des exigences d'information, des exigences de conservation. Donc c'est pas facile. C'est-à-dire la valorisation au niveau d'un musée est une valorisation on parlait de la scénographie. Mais la scénographie, c'est bien. La scénographie doit être intégrée dans ce que nous appelons de la muséographie, qui intègre, parce que la scénographie intervient sur le lieu, sur la mise en scène.
Mais la muséographie, c'est ça qui est fondamental, intervient sur la relation entre la mise en scène et le public. Parce que le public, ce n'est pas la scénographie qui le prend en charge, c'est la muséographie. Dans le musée, c'est les conservateurs qui sont les muséographes, ou ils ont des muséographes, je ne sais pas. Donc, il y a des exigences de production, c'est-à-dire de production de la donnée, de production de l'image, etc. Nous ne sommes pas dans le commercial. Donc, nous avons utilisé cette terminologie précise qui est celle de la valorisation, c'est-à-dire le respect de la valeur et de l'intégrité. Quand on passe dans le prolongement de la valorisation, il y a le tourisme qui est dans l'économique. Le tourisme, il fait de la promotion. C'est-à-dire qu'il n'intervient pas, donc il ne faut pas qu'il y ait... Là, il y a des chevauchements au niveau de ce que nous faisons. C'est-à-dire nous perdons peut-être de l'argent, nous perdons des espaces, nous perdons des opportunités parce que nous n'avons pas compris l'aboutissement, la promotion et l'aboutissement justement de ce processus. Donc on raisonne en termes de promotion touristique. On fait de la promotion, c'est-à-dire on n'intervient pas dans le musée, sur le musée. On crée toutes les opportunités qui environnent le musée, qui créent l'intérêt à partir de ce tourisme, etc. Donc c'est vrai qu'il faut toute une cartographie. Donc entre le tourisme et la... Mais faut-il encore qu'on comprenne la cohérence de ce processus. On a essayé de travailler dans le schéma national d'aménagement du territoire. Il y a des schémas sectoriels. Il y a un schéma directeur d'aménagement. Donc, non, il y a les deux schémas sectoriels, le schéma du secteur de la culture, le schéma du secteur de la culture. Et il y a le schéma du secteur du tourisme, qui sont à l'intérieur du schéma national d'aménagement du territoire. Justement, qui identifie ces éléments, qui précise ce processus. Donc il faudrait qu'on arrive, c'est-à-dire à mettre en forme et en dynamique ce processus. Moi je pense que tous les éléments, c'est-à-dire tous les ingrédients sont là pour arriver donc à cette image que nous devons, que le tourisme doit promouvoir. Oui. Votre point de vue, Madame Orfali ? Oui, moi je crois que, bien sûr, la promotion économique, la promotion que nous-mêmes faisons au quotidien est très importante, mais je pense que le problème essentiel que nous vivons au quotidien, c'est la non-appropriation par la population algérienne de son patrimoine. Il y a en quelque sorte un hiatus entre l'action menée par les institutions de la culture, par l'action artistique, par la création, par toutes les expressions, les formes d'expression, donc muséales, théâtrales, musicales et autres, et le citoyen algérien qui vit cela un petit peu de l'extérieur, comme si tout cela ne lui était pas destiné. Je crois que le fondement, à mon sens, au-delà donc des secteurs, des schémas sectoriels, etc., c'est-à-dire au-delà de la mise en œuvre d'une politique, du tourisme, de la culture, au-delà de tout cela, il me semble que l'enjeu majeur, c'est que le citoyen algérien s'approprie son histoire, sa mémoire, son patrimoine dans son entité, dans sa totalité, et participe à cette mise en œuvre de la culture. C'est-à-dire que on parle aujourd'hui du mois du patrimoine qui s'achève. Mais le mois du patrimoine, en quelque sorte, c'est anecdotique, c'est ponctuel, cela revient, c'est un événement. Mais est-ce cela qui est vraiment important ? Ce qui est important, c'est que l'enfant, au quotidien, et l'adulte, au cours d'une journée normale, pratique une forme d'action culturelle qui lui serait personnelle. Tout à fait. Moi, lors de mes voyages à l'étranger, j'observe souvent un affichage public, un matraquage par rapport à tous ces lieux. C'est-à-dire les musées sont très présents dans la rue. Oui. Que vous traversiez une bouche de métro, que vous traversiez une rue principale, l'artère principale d'une capitale, vous allez voir toujours une grande affiche d'exposition de musée. Donc ce sont vraiment des contributions d'intérêt public qui sont visibles dans ces capitales européennes ou même arabes. Mais qui répondent aussi à une demande. Qui répondent aussi à une demande de la population. Absolument. Mais ça crée. Par la suite, ça crée le réflexe, ça crée un rappel. Et ce sont des rappels qui manquent dans notre capitale ou dans nos villes.
l'urbain ne reflète pas le patrimoine à travers ces affichages. Moi je ne sais pas, j'espère que dans un avenir proche, qu'il y ait encore un maillon de la chaîne qui s'ajoute avec vraiment la gestion de l'urbain. Oui, Madame Azo. Juste effectivement, pour aller dans votre sens, par exemple par rapport à tout ce qui est par rapport à l'office par exemple du tourisme. Là par exemple lorsque on va à l'aéroport ou d'autres, donc on n'a pas par exemple par rapport à l'affichage, on retrouve pas par exemple les grandes destinations, que ce soit monuments, que ce soit musée. Donc par exemple à Alger, lorsqu'on est à l'aéroport ou donc on voit pas par exemple certains des grands musées d'Alger au moins affichés pour qu'on puisse un peu orienter le touriste. Voilà. Donc du coup déjà au niveau de l'aéroport, on n'a aucune information par rapport aux grandes institutions un petit peu culturelles que le touriste peut visiter. Ça, c'est quand même important de le signaler. Ça, oui, bien sûr. Vous relevez vraiment une hypothèse, c'est pas un problème, mais c'est une remarque qui est très importante. Mais par exemple, au niveau de l'aéroport, l'espace qui est au niveau de l'aéroport, c'est un espace qui appartient à l'EGSCA. C'est des espaces qu'il faut acheter, qu'il faut commander en avance. Donc, c'est-à-dire l'Office du tourisme n'a pas le droit d'afficher, même c'est au niveau de l'aéroport, une belle image ou un beau site, si au préalable, il n'y a pas un contrat ou une convention avec par exemple, la compagnie EGCA. Mais dans l'avenir, on essaye de travailler avec ces compagnies, mais il faut dire aussi sur le plan financier, aussi, ça coûte énormément. Le budget, il est très conséquent. Certainement, mais il y a des mécanismes peut-être à mettre en place. Absolument. Il y a des partenariats à créer, parce qu'il y a des partenariats à créer, des relais avec la wilaya d'Alger, avec le métro d'Alger, l'ETUSA, tout ça peut contribuer à votre. Oui, je voudrais rebondir parce qu'on arrive au terme de l'émission, donc on va essayer de conclure. Votre attente à propos de Yatus et cette comparaison avec ce qui se passe un peu partout dans le monde. Nous en Algérie, on n'est pas dans une attente ou dans une commande de création de musée. On est dans une attente de création de l'image, de création de l'esthétique. Parce que jusque-là, 50 ans d'indépendance, jusque-là, l'État, c'est lui qui a patrimonialisé par le haut. Donc qui a protégé les institutions, qui a protégé les monuments à travers des textes, à travers des lois, à travers des institutions. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une phase. Justement, vous posez la question, puisque c'est d'actualité, où c'est la société qui doit patrimonialiser. Donc c'est la société qui doit se réapproprier ces espaces pour produire l'image que vous êtes en train de... C'est celui-là, le hiatus, qu'il faut aujourd'hui combler. On continuera à créer des musées, bien, c'est bien. On continuera à produire des textes, c'est bien. Mais comme disait Madame Orfali, il faudrait que la société... Il est temps aujourd'hui, nous sommes dans une phase 50 ans, c'est un segment assez important. Assez court, mais important. Mais assez important qui permet donc aujourd'hui à la société d'avoir une patrimonialisation sociale, populaire, c'est-à-dire qui s'approprie par elle-même ces espaces et créer cet environnement que vous décrivez. Et n'oublions pas, si vous le permettez, n'oublions pas le rôle primordial, essentiel de l'école. Tout à fait. De l'école. Parce qu'en fait, ce qu'il faut à l'étape où nous sommes, ce sont des relais qui soient complémentaires. Donc effectivement, l'action du ministère de la Culture, qui est une action de sauvegarde, de protection, de mise en valeur, l'action donc du tourisme, mais également l'action des médias que vous jouez, tout à fait. Notamment. Qui a attiré d'ailleurs l'attention de Madame Oumen. Mais également l'action fondamentale que représente l'école. Si à l'école, la notion de patrimoine n'est pas intégrée au quotidien et non pas de manière, encore une fois, anecdotique ou ponctuelle, rien ne sera gagné. Rien ne sera gagné. Donc vous êtes la petite locomotive qui est en train de regrouper tous les médias pour travailler justement dans ce sens. Absolument. La sensibilisation autour du patrimoine, autour justement du tourisme et aussi de toute l'histoire de l'Algérie. Donc vous avez une communication prochainement, vous donnerez une communication. Oui, alors à Sétif, à l'occasion du mois du patrimoine, je vais donner une communication dans le rôle du secteur du tourisme dans l'exploitation du patrimoine.
Très bien, ce Donc sera quand? oui, ce sera le 22, le 22 mai. Donc on va donner un peu, on va tracer un peu le rôle du secteur dans l'exploitation de ce patrimoine et aussi il faut dire aussi qu'est-ce qu'il y a lieu de faire plus tard pour améliorer, à exploiter beaucoup mieux ce patrimoine et le valoriser d'une manière générale. Et n'oubliez pas nos beaux palais d'été d'Alger que nous avons découvert aujourd'hui dans Trésor d'Algérie, dans vos circuits touristiques. Merci d'avoir été parmi nous, Madame Moumen Nassera. Merci à vous, Madame Orfali. Vous vouliez peut-être un petit mot? Je me disais qu'il y a également une autre, enfin très brièvement, c'est le patrimoine n'est pas là non plus que pour être exploité. Non. Il est également là et surtout là pour être respecté, mis en valeur. Oui. Et est-ce que les schémas d'urbanisation respectent le patrimoine de manière générale? Cela n'est pas toujours le cas. Oui. Donc là encore, nous voyons combien certains relais sont absents. Oui. Il y a notamment, je donne un exemple, dans la ville d'Alger, oui. des parkings qui ont été construits à proximité de l'un de nos plus anciens monuments, donc de la grande mosquée d'Alger. Et ce sont des parkings qui sont venus s'intégrer à moins de 200 mètres, si je ne me trompe, du périmètre de protection qui correspond pourtant à la loi, puisque la grande mosquée est un monument historique classé. Donc les schémas d'urbanisation sont là pour respecter l'action menée par les autres secteurs étatiques. Absolument. Et également... Parce qu'il y va de l'image de l'Algérie. Il y va de l'image, de l'esthétique. Non, il y va, comme disait M. Petroni, de la création d'un esthétique national. Lorsqu'un enfant se promène dans une ville où il a autour de lui des monuments protégés, sauvegardés, mis en valeur, visibles, respectés par tous, il continuera de respecter et de produire une mémoire qui va finir par s'assimiler au quotidien. En revanche, s'il se trouve dans une ville où l'urbanisation et les collectivités locales au quotidien n'ont aucune lisibilité, ne proposent du moins aucune lisibilité du patrimoine monumental ou artistique ambiant, quid de l'avenir de ces enfants? Oui. Merci Madame Azouk d'avoir été avec nous ce soir. Merci Monsieur Petroni d'avoir enrichi le débat autour de notre patrimoine, des monuments d'Alger, mais aussi vous avez aussi apporté votre éclairage par rapport à la mission du ministère de la Culture dans ce sens. Merci à vous, amis téléspectateurs, d'avoir été avec nous dans cette émission qui marquait la fin du mois du patrimoine. On vous donne rendez-vous dans 15 jours dans Trésor d'Algérie. D'ici là, passez une excellente soirée avec la suite de nos programmes. À très bientôt.